Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition de débat de Presse TV français. Nous sommes le samedi 21 juillet 2023 en direct depuis la capitale iranienne Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Les condamnations à travers le monde musulman se poursuivent contre l'acte de la profanation du Saint-Coran par un réfugié irakien en Suède, mais surtout le silence des autorités suédoises. Cet acte a été fait en effet sous l'autorisation du gouvernement suédois. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassade suédoise en Iran et lui a fait part de la condamnation d'Iran face à cet acte odieux. Mais comment pourrait-on interpréter cet acte, mais également le silence des instances, mais surtout le pays concerné de la Suède, sous prétexte de la liberté de presse et d'expression. Nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet préparé par mes collègues. On revient tout de suite après. Le jeudi 20 juillet, le gouvernement irakien, après avoir tenu une réunion d'urgence concernant la nouvelle profanation du noble Coran en Suède, a rappelé son chargé d'affaires à Stockholm et a demandé à l'ambassadrice de Suède de quitter Bagdad. Suite à la nouvelle profanation du noble Coran en Suède, le bureau du Premier ministre irakien a annoncé que lors d'une réunion d'urgence tenue ce jeudi 20 juillet, le cabinet du gouvernement irakien a décidé de rappeler le chargé d'affaires de son ambassade en Suède. Le cabinet du Premier ministre irakien a également annoncé que Mohammed Shia al-Soudani avait ordonné l'expulsion de l'ambassadrice de Suède à Bagdad. La police suédoise a annoncé mercredi 19 juillet qu'elle avait délivré l'autorisation d'organiser un rassemblement devant l'ambassade d'Irak à Stockholm. Les organisateurs de ce rassemblement avaient l'intention de brûler à nouveau le livre saint des musulmans. Le jeudi 20 juillet, pour la deuxième fois depuis un mois, l'auteur de l'autodafé du noble Coran en Suède, en juin dernier, a de nouveau insulté le noble Coran avec le feu vert de la police et l'autorisation d'un rassemblement anti-islamique à Stockholm. C'est le 28 juin dernier, le premier jour de la fête de la Eid al-Adha, que Slaven Momika, 37 ans, citoyen suédois d'origine irakienne, a déchiré un exemplaire du noble Coran et y a mis le feu devant la mosquée centrale de Stockholm. La justice irakienne a ordonné son arrestation et le ministère irakien des Affaires étrangères a demandé au gouvernement suédois son extradition vers l'Irak. Le bureau du Premier ministre irakien avait précédemment averti Stockholm qu'il rompait ses relations avec la Suède si le noble Coran était à nouveau profané. La Suède a autorisé un rassemblement devant l'ambassade d'Irak, faisant fi du sentiment de plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. L'agence de presse officielle suédoise a affirmé que les organisateurs de ce rassemblement avaient informé la police de leur intention de brûler le noble Coran et le drapeau irakien. L'AFP a demandé à la police suédoise un exemplaire de la lettre des organisateurs, mais elle n'a reçu aucune réponse de sa part. Les manifestants en colère, qui auraient été des partisans de l'éminent religieux chiite irakien Moqtada al-Sadr, ont pris d'assaut jeudi l'ambassade de Suède à Bagdad avant de l'incendier. Le ministère irakien des Affaires étrangères a condamné l'incendie du bâtiment de l'ambassade de Suède dans un communiqué affirmant que le gouvernement irakien avait ordonné aux forces de sécurité de mener une enquête rapide afin d'identifier les auteurs et de leur demander des comptes. Les pays musulmans et les institutions régionales, tout en condamnant la poursuite de la profanation du noble Coran en Suède, ont annoncé leur plein soutien et leur coordination pour adopter les mesures punitives contre le gouvernement de Stockholm.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons entendu et vu ce reportage qui a résumé la situation. Mais afin d'analyser un petit peu plus ce sujet et la situation, nous avons deux invités avec nous. Il s'agit d'Imadeddine Amrouni, analyste politique, qui est avec nous par Skype. Également Xavier Dupré, économiste et analyste, qui est avec nous depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, monsieur Amrouni, si vous voulez bien, on commence avec vous. En ce qui concerne ces actes répétitifs, en fait, de profanation du Saint-Coran. Dans un premier temps, la première fois, il y avait eu des réactions, mais cette fois, les réactions sont doublées, bien sûr, c'est normal. Mais comment interprétez-vous ces actes, monsieur Amrouni? Je me rappelle que la dernière fois et le dernier débat sur ce sujet, vous étiez également avec nous, mais à quoi devrait-on s'attendre? Pourquoi ces actes répétitifs, malgré toutes les condamnations et toutes les mises en garde? Bonjour à vous et à votre invité, à tous vos téléspectateurs. C'est vrai qu'on a déjà parlé, on a dit que l'Occident ne va pas s'arrêter à profaner les symboles religieux, les symboles du sacré du monde musulman. Car le Coran, le Saint-Coran, le Saint-Prophète représentent l'alternative face à son modèle qui est en train de mourir, d'une part. D'autre part, c'est des actes voulus par des services de renseignement, parce que ce n'est pas un jeune Irakien qui veut vraiment simplement s'exprimer par rapport à sa croyance ou sa non-croyance, et qu'il vient une fois devant la grande mosquée de Stockholm, la deuxième fois devant l'ambassade de l'Irak. Il brûle une fois le Coran, il déchire une autre fois, il brûle des photos de Sayyid Ali Khamenei, Muqtada Sadr, et finalement, il brûle le drapeau irakien. Donc, c'est vraiment un scénario exécuté par un Irakien, mais le scénario est écrit par un service de renseignement, que ce soit occidental ou autre. Donc c'est une opération de manipulation, c'est une opération réellement dirigée d'abord contre l'Irak, contre la stabilité politique et religieuse de l'Irak, et dirigée contre la nation islamique. Donc c'est vraiment, depuis à peu près une vingtaine d'années, même plus, on se rappelle de l'affaire des versets sataniques en 1989, les caricatures dans les années 90, depuis les années 2000. Donc on retrouve les mêmes scènes, on retrouve les mêmes acteurs et on retrouve les mêmes intentions. Donc on veut déstabiliser politiquement, culturellement une grande partie de la nation islamique, mais surtout la déstabilisation politique et la déstabilisation de la nation, si vous voulez, européenne, dans le sens qu'on veut mettre de la zizanie entre musulmans chrétiens, entre athées et croyants, et surtout que la communauté européenne musulmane, elle se développe en Europe. Il y a au moins 40 millions de musulmans en Europe. Donc, ces actes sont voulus, c'est un scénario écrit par des services de renseignement, ce n'est pas un acte délibéré d'un individu décoincé ou d'un individu qui veut s'exprimer librement sur ses croyances. Merci pour vos explications, monsieur Amrouni. Restez avec nous, s'il vous plaît. Notre deuxième invité s'agit de Xavier Dupré. Monsieur Dupré, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, il semble que l'appel a été coupé. Mes collègues vont essayer de rétablir la connexion. Mais monsieur Amrouni, vous avez évoqué le rôle des services de renseignement. Évidemment, effectivement, dans les discours, par exemple, de Sayyid Hassan Nasrallah, mais aussi d'autres autorités, on a évoqué ce lien entre cette personne, comme vous le dites, c'est pas une personne à part entière normale qui va faire ça par haine ou par des objectifs personnels. Il y a des objectifs un petit peu plus grands derrière cela. Est-ce qu'à votre avis, on pourrait également dire que, vu ce qui se passe en ce moment sur les territoires occupés, les manifestations contre Netanyahou, la situation un petit peu compliquée pour le régime sioniste, c'est aussi un acte pour, pour attirer l'attention sur un sujet comme la profanation du Coran, pour faire passer la situation difficile sous l'ombre, en fait, par le régime sioniste et les services de renseignement. Oui, c'est sûr, il y a quelque part cette idée, mais c'est plus fort que ça, plus important que ça, parce que
Il faut rappeler que les peuples en Europe ne sont pas xénophobes, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas islamophobes. Les peuples en Europe sont comme tous les peuples, il y a des bons, il y a des méchants, mais c'est surtout cette minorité atlantiste, cette minorité sionisée qui gouverne l'Europe depuis 30 ans. Donc cette minorité, elle profite de la faiblesse, si vous voulez, du projet politique global européen, elle s'installe dans les rouages des gouvernements européens et elle incite donc des projets xénophobes, racistes contre la nation islamique musulmane. Mais cet acte, si vous voulez, on peut parler, c'est pas simplement de l'acte de la profanation à Stockholm, mais on peut commencer du verset satanique, passant par les caricatures, que ce soit au Danemark ou en France, et arrivons à la profanation du Coran. C'est la même agence qui organise ces affaires, c'est-à-dire la CIA, c'est-à-dire c'est les États-Unis qui organisent ça, c'est au-delà d'Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que l'objectif de cet acte, c'est déstabiliser l'Irak. Les Américains préparent donc un déploiement militaire sur la frontière syrienne, irakienne, donc ils veulent déstabiliser le pouvoir politique irakien, déstabiliser encore une fois la société irakienne, remonter les groupes salafistes, fanatiques, au nom de défendre le Coran peut-être, ou autre chose, faire la zizanie entre musulmans et chrétiens dans le monde arabo-musulman. Donc c'est un acte important de déstabilisation de l'Irak d'abord, de la Syrie aussi, mais autour. Et le gouvernement irakien, il a très bien fait, il a réagi tout de suite. Donc bravo au gouvernement irakien, au peuple irakien qui a montré qu'il est décisif, et donc il a montré sa fermeté vis-à-vis de Stockholm ou vis-à-vis des gens qui sont derrière cet acte de profanation. Alors, il semblerait que la connexion n'est pas encore établie avec Xavier Dupré. Mais Monsieur Amrouni, on va continuer avec vous si vous voulez bien. À votre avis, quelle devrait être la réaction correcte, en fait, des pays musulmans, des pays concernés? Pas seulement les pays musulmans, parce que cela pourrait être fait avec d'autres livres saints, pour les chrétiens, pour les juifs, etc. Quelle devrait être la réaction correcte face à ce genre d'actes, afin que cela ne se répète pas, par exemple? Oui, il faut que les gouvernants musulmans, surtout les grands pays comme la République islamique d'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, mais aussi le Pakistan, l'Indonésie, l'Algérie, l'Égypte. Donc il faut que ces pays-là, qui ont beaucoup d'intérêt avec l'Occident et surtout avec l'Europe, et que l'Europe a besoin de la richesse de ces pays-là en pétrole, en gaz et autre chose, c'est des grands marchés économiques et financiers pour l'Europe, pour le développement de l'Europe. Donc il faut dernièrement, lorsque ces pays-là font des accords économiques, financiers ou politiques, ils mettent comme condition le respect du sacré, le respect des symboles sacrés des musulmans comme le prophète et le Saint-Coran. Donc il faut imposer à l'Occident le respect. L'Occident se refuge derrière la liberté d'expression, la liberté de conscience, la démocratie, les droits de l'homme. Mais malheureusement, tous ces principes, c'est bien de les défendre, mais pas en contrepartie venir profaner, humilier 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc il faut que le gouvernement musulman prenne en charge, mais cette fois-ci sérieusement, politiquement parlant. C'est bien qu'on manifeste, c'est bien qu'on fasse des déclarations, mais il faut envoyer les vrais messages, c'est-à-dire la fermeté et de dire dernièrement, vous nous respectez, sinon on cesse d'avoir des accords économiques ou financiers ou politiques avec vous. Donc il y a un moment ou un autre, et aujourd'hui, si vous voulez, le timing il est favorable avec les changements des équilibres dans les relations entre les nations. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Occident n'a plus le même poids qu'il y a 20 ans, donc il faut renégocier les contrats économiques avec l'Occident sur la base de respect mutuel des accords culturels et respecter le sacré, parce que le sacré fait partie du monde, et que même si l'Occident aujourd'hui ne croit pas au sacré, il n'y a pas de sacré chez nous. Il n'y a que tout ce qui est profane, c'est-à-dire c'est une idée matérialiste, vide de sens, et donc il défend, en fait il défend quoi l'Occident? Il défend les droits humains.
sur la base du matérialisme, alors que le monde musulman défend certaines logiques, si vous voulez, certaines éthiques dans les relations diplomatiques et la relation politique, et donc ce qui fait la confusion entre la relation entre pays. Et je reviens donc sur la position de l'Irak. C'est une position très intéressante, très importante. Aussi la position de l'Iran, aussi l'Arabie Saoudite. Elle a convoqué donc l'ambassadeur du Suède, et il y en a d'autres. J'espère que les Turcs aussi feront de même. Et donc, lorsqu'on arrive à faire pression sur l'Europe pour le respect mutuel les uns et des autres. Merci Imadedine Amrouni pour vos explications. Restez en ligne s'il vous plaît. Alors, notre deuxième invité, mais désormais il s'agit d'Habib Tawa, analyste politique qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Tawa, je vous dis bonjour et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous évoquons alors la profanation du Saint-Coran, mais surtout la réaction du monde musulman face à cet acte odieux. Donc, dans un premier temps, j'aimerais avoir votre point de vue et votre analyse sur les objectifs cachés derrière ce genre d'actes. On a évoqué le sujet avec M. Amrouni. Donc, selon lui, mais bien sûr selon beaucoup d'analystes et selon les faits, cela n'a pas été fait par une personne à part entière normale qui un jour a décidé de faire ceci. Ça a des objectifs un petit peu plus profonds, surtout téléguidés par le service de renseignement israélien. Donc, quelle est votre analyse à ce sujet, M. Tawa? Et vous avez volé une partie de ce que j'allais dire. Voilà, on vous écoute alors. Oui, effectivement, ça part d'une certaine diabolisation délibérée de l'islam que voudraient que les Israéliens mettent en route pour pouvoir créer une cassure entre les pays d'Europe occidentale et le monde musulman. Et donc pour ce faire, une provocation, c'est toujours de bonne guerre. Et ça fait quelque temps déjà que les Iraniens ont déclaré cette histoire, que c'était voulu, c'était calculé, etc. Bien sûr, il y a toujours des gens qui peuvent ne pas aimer l'islam, ça arrive partout. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont sur la place publique, qu'ils s'affichent, qu'ils prennent des attitudes radicales. Ça frôle complètement, ça ne frôle pas même, c'est une provocation délibérée. Donc la difficulté, c'est de ne pas tomber dans le piège. Et bon, les Iraniens, en retirant l'ambassadeur, ont voulu marquer un premier pas. D'un autre point de vue, c'est très ambigu, c'est très difficile de s'en sortir parce que le but, c'est de créer la cassure. Et en plus, si on se laisse faire, on est prisonnier d'une politique de surenchère. Donc, j'espère que les Iraniens, qui sont des gens très subtils, on l'a vu dans toute l'histoire, réussiront à se sortir de ce piège où on veut les enfermer, cette dialectique qui empêche d'aller dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? Le but, ce n'est pas d'insulter le Coran, le but réel, derrière tout ça. Le but réel, c'est de provoquer une cassure. Et les Iraniens veulent garder la carte tout en allant de l'avant. Et je leur souhaite de se débrouiller, et les autres pays musulmans aussi. Mais disons que les Iraniens sont plus subtils que d'autres. Je leur souhaite bonne chance. Merci Monsieur Tawa. Et à votre avis, quelle serait donc la meilleure réaction des pays musulmans, dont l'Iran, dont l'Irak et d'autres pays, face à ce genre d'actes, comme vous le dites? Le premier geste, celui que nous voyons, c'est la protestation. Le deuxième geste, c'est de mettre à nu ce qu'aussi les Iraniens ont essayé de faire, les complicités qu'il y a derrière, pour dire ce n'est pas seulement une réaction épidermique, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est une volonté de casser les relations. Et vous, occidentaux, vous devez savoir que vous n'avez pas intérêt, nous aussi n'avons pas intérêt à cette mécanique où on veut nous entraîner. C'est-à-dire, à la fois, il faut se tenir dans une position forte, mais à la fois, il faut dire, il y a manipulation. Et je pense que c'est la meilleure position qui est adoptée.
Mhm. Et j'avais posé une question à Monsieur Amrouni, j'aimerais vous la poser également, parce qu'on a parlé en fait du rôle des services de renseignement israéliens, surtout du Mossad dans cette affaire. Est-ce qu'à votre avis, ce ne serait pas aussi une façon de faire en fait disperser les opinions publiques vers une affaire comme la profanation du Coran pour en fait ne pas faire attention à des affaires comme la corruption qu'il existe au sein du régime sioniste, comme les agressions du régime israélien contre les territoires occupés et ce genre d'affaires? Oui, ça c'est évident. Ça c'est évident. C'est un truc à plusieurs bandes. On profite de plusieurs possibilités pour pouvoir jouer plusieurs cartes. Actuellement, comme vous l'avez si bien sous-entendu, en Palestine, il y a une agression très forte dans les zones occupées de l'Est de la Palestine, où on attaque nommément et de façon très brutale les Palestiniens. La presse internationale n'en parle pratiquement pas, omet des actes inqualifiables, et ça permet de noyer le poisson. Ça, c'est aussi un point qui est exact. Il y a un second point aussi, peut-être qui n'a pas été évoqué, c'est les difficultés internes de l'État israélien, où il y a des tensions entre Netanyahou et son opposition aussi. Si ça provoque une fuite en avant. Et puis, il y a un autre point, c'est la diabolisation de l'Iran qui ne réussit pas du tout. En plus, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite va contre les intérêts actuels. Donc, on peut craindre, ça c'est une hypothèse, on peut craindre à l'avenir qu'on tente d'utiliser cette situation pour créer des failles entre pays musulmans, pour rompre le front qui est relativement uni aujourd'hui et de nouveau recréer les tensions qui existaient il y a pas longtemps encore entre, par exemple, l'Arabie et l'Iran, entre les Émirats et l'Iran, etc. Donc c'est une situation très délicate. C'est pour ça que je vous ai parlé tout de suite de subtilité de la politique iranienne, que je souhaite surmonter de telles difficultés. Merci pour vos explications, Monsieur Tawa. Restez en ligne. Monsieur Amrouni, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Habib Tawa? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, mais il faut ajouter aussi la dimension américaine, parce que ceux qui ont colonisé l'Irak, c'est les Américains. Ceux qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui de rester en Irak, c'est les Américains. Et ce jeune homme, il peut être un infiltré parce qu'il prétendait qu'il a été au rang de la résistance irakienne contre Daesh. Et bon, c'est un Irakien chrétien. Lorsqu'il est venu au Suède, il s'est retrouvé à l'extrême droite. Donc, il y a une manœuvre, c'est-à-dire on voit la manœuvre du renseignement américain. Moi, je dis plutôt c'est une manœuvre de renseignement américain que le renseignement israélien. La Suède et ces pays scandinaves, qui étaient amis avec les pays arabo-musulmans, c'est des pays où il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de xénophobie. Et d'un coup, depuis à peu près une quinzaine d'années, on voit la montée du fascisme, du nazisme et de l'extrémisme dans ces pays-là, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande. Donc c'est tout à fait remarquable que les renseignements américains poussent ces pays-là, ces peuples-là, pour être plus fermes vis-à-vis donc du monde musulman, vis-à-vis de la Russie aussi. On voit la demande de la Suède pour se retrouver dans l'OTAN, alors que le Suède a toujours resté neutre dans toutes les guerres. Donc c'est une stratégie américaine et pas israélienne. Pourquoi? Parce qu'on cherche, comme je l'ai dit au début de notre entretien, la déstabilisation de l'Irak. Parce que depuis à peu près 2 ans, l'Irak retrouve une stabilité politique, une stabilité économique. Et il essaie de se développer dans ses relations vers l'Iran, vers l'Arabie saoudite et vers la Turquie et vers la Syrie aussi. Donc on cherche à déstabiliser l'Irak pour que toute cette région-là reste déstabilisée pour les intérêts des Américains et bien sûr pour les intérêts des Israéliens aussi.
Je vous remercie infiniment. Alors pour cette émission, Imade Dinamrouni, analyste politique, Habib Tawa, également analyste politique, était avec nous. Ils ont partagé leur point de vue et nous avons analysé cette situation liée à la profanation du Saint-Coran et les objectifs cachés derrière cet acte. Je vous remercie également, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous pour cette émission. Vous pourriez revoir l'émission, mais toutes les informations du jour rédigées par la rédaction de Presse TV français sur notre site french.pressetv.ir. Je vous dis à toutes et à tous au revoir et à très bientôt.